何してんねやろ。はぁ。お金がないって言ってない。La fille en face de vous, il s'agit d'une idole, Ishizuka Akari. Elle craque sous la pression, mais au Japon, même la plus grande détresse mentale peut devenir un argument marketing. Comment les Japonais, avec toutes leurs règles, leur conformisme, leurs obligations en tant qu'homme ou en tant que femme, parviennent-ils à garder leur esprit sain? Eh bien la réponse, c'est qu'ils n'y arrivent pas toujours. Vous voyez ce verre, il est pas loin d'être plein. Du coup, vous savez que si je continue de verser de l'eau dedans, il va finir par déborder. D'une certaine manière, il communique avec vous. En revanche, celui-ci, vous ne savez rien de lui. En apparence, tout va bien. Et pourtant, c'était bien celui-ci qui était le plus proche de la rupture. Sauf que vu qu'il ne communique pas, vous ne pouviez pas le savoir. Et bien cet exemple pour moi, c'est exactement le problème de la santé mentale au Japon. Communiquer sur son mal-être, c'est jamais évident, mais il semblerait qu'au Japon, ça soit encore pire. Dans une société où tout le monde se donne pour travailler à fond, être en dépression, ne pas pouvoir tenir le rythme, flancher sous la pression, c'est juste vu au mieux comme de la fragilité, au pire comme de la paresse. Hayao Miyazaki lui-même disait « Il faut se donner au point de saigner du nez pour donner quelque chose de bien. » Et encore. Bon, il disait ça d'un point de vue artistique, donc le contexte est différent, mais ça reflète quand même l'idée sous-jacente selon laquelle, au Japon, il est normal de se donner corps et âme à son travail. C'est le genre de phrase qu'on peut entendre lorsqu'on demande aux Japonais qu'est-ce qu'ils pensent des maladies mentales. Dans ce contexte, c'est évident que les problèmes psychiques, on va les garder pour soi, et donc le verre reste opaque. Alors quand l'eau déborde, qu'est-ce qu'il se passe? Des dépressions, de la paranoïa ou encore de la schizophrénie. Et là, ça va être important de faire une distinction entre le mental et le psychique. Je n'ai malheureusement trouvé aucun site qui expliquait clairement les définitions et les différences entre handicap intellectuel, handicap mental, handicap psychique, maladie mentale, maladie psychique, etc. Donc j'ai pioché des informations dans des sites différents qui même parfois se contredisaient, mais voici ce que j'ai compris. On sépare en deux catégories tout ce qui touche à la santé mentale. D'un côté les handicaps mentaux et de l'autre les handicaps psychiques. Les handicaps mentaux sont caractérisés par une déficience intellectuelle, alors que les handicaps psychiques n'ont pas cette déficience intellectuelle. Donc par exemple avec la dépression qui est une maladie mentale, eh bien je préfère parler de maladie psychique, parce qu'elle peut être en aucun cas la cause d'un handicap mental, elle est forcément dans un handicap psychique. Et c'est pareil pour la paranoïa, la schizophrénie ou encore la bipolarité. Elles sont des causes qui donnent lieu à un handicap psychique. Alors que la trisomie, elle, est une maladie génétique qui peut causer un déficit intellectuel, donc elle est dans la catégorie handicap mental. En fait, j'ai l'impression qu'on utilise beaucoup trop souvent le terme maladie mentale pour désigner un peu tout et n'importe quoi, alors qu'on devrait parler plutôt de maladie psychique. Donc si pour les malades psychiques, le Japon les contraint indirectement à endurer dans le silence sous peine d'être vus comme faibles, alors pour des personnes qui ont un handicap mental, une déficience intellectuelle, la discrimination est encore plus forte. Cloîtrés parfois contre leur gré dans des bâtiments spécialisés, la société les ostracise. Car après tout, si personne ne les voit, c'est comme s'ils n'existaient pas. Et pourtant, c'est dans ce pays où les personnes en situation de handicap sont lourdement discriminées, où les personnes qui sont en dépression sont vues comme des êtres fragiles, que la maladie mentale va prendre une toute autre tournure. Parce que si d'habitude avec une stigmatisation il est courant que des termes psychiques soient détournés pour devenir des insultes, clairement le Japon c'est le dernier pays dans lequel on aurait pu s'attendre à ce que la maladie mentale devienne une mode. Oui, vous m'avez bien entendu, une mode, une tendance, une esthétique même. Bienvenue dans l'univers des menhera au Japon. J'espère que vous avez bien aimé la métaphore avec les verres d'eau. Et bon, pour faire plus japonais, j'aurais pu utiliser du kalpis ou encore du lamune. Et comme je fais très attention à ma consommation de sucre en ce moment, je préfère largement partir sur du Oli qui utilise de l'eau de coco et des ingrédients naturels. Alors il y a le Oli Iced Tea, ça c'est vraiment dans l'objectif de freiner sur votre consommation de soda si vous ne pouvez boire que ça. Ensuite il y a le Oli Energy et ça pour le coup c'est ce que je consomme le plus. Juste avant ou même pendant la salle, ça c'est vraiment top. Petit pomme grenade, goût piranha, j'en fous partout. On ferme. Oh j'adore, il est vraiment bon frais celui-là. Bon, vous l'aurez compris, hein, mon goût préféré à moi c'est le piranha, et non, ce n'est pas vraiment un goût piranha, c'est juste qu'à l'intérieur il y a de la pomme et de la grenade. Et enfin, il y a la dernière gamme de Oli, c'est le Oli Hydratation. C'est une boisson remplie d'électrolytes qui te permet de rester en forme et surtout hydraté pendant un effort physique. Et ça, sans même consommer de sucre. Et à chaque fois, j'oublie de dire le plus important, mais les goûts qu'ils proposent, c'est vraiment bon. Perso, j'aime beaucoup en vrai. Le goût, il est vraiment marqué, t'as pas besoin de retourner le truc dans ton palais 4 fois avant de sentir le moindre truc de quelque chose. Non, vraiment, tu le sens, le goût de chaque ingrédient, et ça fait plaisir. Pour ceux qui veulent commencer, je vous recommande le pack découverte parce que ça permet vraiment d'avoir plein de saveurs différentes et de trouver celle que vous préférez. Oui, bien sûr. Bah, regardez, même les abeilles adorent le Oli. Vous avez un lien dans la description avec 2 codes, Louis 5 qui vous donne 5 € de réduction sur votre première commande et Louis qui vous donne 10% de réduction. Je bois un coup et j'y retourne.
Nous sommes durant l'ère Edo et une femme crie dans un village japonais. Son fils est atteint de démence, mais à cette époque, ces maladies, elles ne s'expliquent pas. Ou en tout cas, elles ne s'expliquent pas de la même manière qu'aujourd'hui. La médecine pour les maux visibles n'est même pas encore au point, alors vous imaginez bien que pour les maladies invisibles, c'est encore pire. Ce n'est pas propre au Japon, mais tout ce qu'on ne peut pas expliquer par la science à cette époque, eh bien on va le justifier par des croyances. Durant cette ère au Japon, les troubles mentaux sont associés aux mononoke et aux kitsune, des créatures folkloriques qui rentrent dans votre corps pour vous contrôler et jouer de mauvais tours aux êtres humains. Alors quels sont les soins pour lutter contre ce maléfice ? Des prières par des moines pour faire sortir le mononoke du corps du possédé. Oui, en gros, au Japon, dans l'ancien temps, on traitait la maladie mentale comme dans l'Exorciste. Mais ce n'est pas tout. Au programme, il y avait la lecture de textes sacrés, une vie rythmée par des rituels, des tâches domestiques, une inhalation d'encens et enfin des bains réguliers. Les malades avaient même un garde rien que pour eux, c'était soit un membre de leur famille, soit un religieux. Oui, alors ça c'est lorsque la famille du patient avait les moyens de l'envoyer au temple ou au monastère. Lorsqu'elle n'avait pas ces moyens, il y avait une méthode bien plus répandue et bien moins douce. Il s'agit de la pratique du sashiko. Le concept, c'est de tout bonnement enfermer le patient atteint de maladie mentale dans une pièce du domicile familial. Et c'est pas juste avec une porte, c'est vraiment comme dans une cellule. Des barreaux et des chaînes pour restreindre les mouvements. Et je vous rappelle qu'à cette époque, il n'y a aucun moyen de prouver si un malade est réellement malade, oui ou non. Ça peut même aller plus loin avec des instruments de torture comme celui-ci, où le patient a la tête coincée à l'intérieur. Et dans le cas où un malade commettrait un crime grave, comme par exemple un homicide, eh bien la famille du concerné a l'obligation de l'enfermer chez eux. Donc ça, c'est la vraie manière dont on s'occupait des maladies mentales au Japon jusqu'au XVIIIe siècle. À partir de l'ère Meiji, avec l'ouverture du pays au reste du monde, le Japon se dépêche de rattraper son retard. Et ça dans de nombreux domaines comme les armes, la police, l'administration, les impôts et bien sûr la médecine. Pour faciliter la tâche, il est décidé que la médecine japonaise s'inspirait de la médecine allemande. Sauf que juridiquement parlant, il y a quelques menus détails qui coincent. Oh, 3 fois rien, vous inquiétez pas, juste la notion des droits de l'homme, par exemple. Bon, l'État japonais nettoie un peu la situation pour intégrer ces notions de base, et concernant les malades atteints de troubles mentaux, eh bien, il n'y a rien qui est prévu, jusqu'à ce qu'une affaire éclate. L'affaire du clan Sohma. Nous sommes en 1879, et l'héritier d'un puissant clan samouraï est enchaîné et enfermé dans une cellule au milieu de sa résidence principale. Ce jeune homme, c'est Tomotane, qui est l'héritier de son clan. Mais alors, que s'est-il passé ? Le jeune Tomotane, au milieu de sa vingtaine, voit sa santé mentale vaciller. Son comportement devient de plus en plus agressif jusqu'au point de non-retour où il se retrouve à chasser des membres de sa famille avec une lance de guerre à la main. Ces derniers parviennent alors à le ligoter et l'enferment dans une pièce vide. Un jour, 2 jours, plusieurs années. C'est quand même étrange parce que la famille a largement les moyens d'appliquer la méthode douce, de l'envoyer dans un monastère pour qu'il soit tranquillement et paisiblement traité. Mais non, la famille continue de vouloir le garder enfermé. Et selon Nishiki Ori, un ancien combattant du clan Sohma, cette décision est louche. Pour lui, cette maladie mentale est montée de toutes pièces. Et la véritable raison pour laquelle Tomotane est enfermé, c'est pour laisser son demi-frère conserver les rênes du clan. Nishiki Ori essaye alors à plusieurs reprises de libérer le détenu par la force, sans succès. Il change alors de stratégie et décide d'attaquer en justice la famille Sohma, qui va bien sûr répliquer à son tour. Le principal concerné étant le chef d'un clan célèbre de samouraïs japonais, cette affaire éclate et passionne les foules. Les Japonais veulent connaître le dénouement de l'histoire. Mais malheureusement, Tomotane ne pourra jamais regoûter à la liberté, car il meurt avant le délibéré du procès en 1892 à l'âge de 40 ans. L'autopsie révélera que c'est dû au diabète, mais on ne peut pas nier que Tomotane est décédé à un moment très propice pour le clan Sohma. C'est en réponse à l'affaire du clan Sohma que le Japon, en l'an 1900, vote la Seishin Byoshakangoho, une loi qui permet la réglementation des hôpitaux concernant les maladies psychiatriques, mais également cette loi valide la pratique du sashiko. Et là vous vous dites, attends, toute cette affaire judiciaire pour faire exactement comme avant et les garder enfermés ? Eh bien oui, c'est tout à fait ça. Bon, j'avoue, je suis de mauvaise foi. Cette loi crée surtout une nouvelle profession, le métier de contrôleur des internements. Leur rôle est de vérifier que la personne malade peut vivre dans des conditions décentes et ne subit pas de mauvais traitements à l'intérieur de sa cage. Oui, ça bouge pas. Et on avance un peu jusqu'à arriver à la Seconde Guerre mondiale. Clairement, à cette époque, cette population inutilisable est lourdement négligée. Une grande partie des patients vont mourir dans des hôpitaux de sous-nutrition. Et il y a même des suspicions comme quoi certains patients ont été envoyés en Mandchourie vers l'unité 731.
Le sort des malades ne va s'améliorer que quelques années après la fin de la guerre, en 1950, avec la Seishin Eiseho. Cette loi rend enfin la pratique du sashiko illégale. Et bien sûr, le gouvernement promet des efforts en termes de nombre de lits dans les hôpitaux spécialisés pour accueillir cette population auparavant cloîtrée dans le domicile des familles. Mais je vous avoue que malgré les efforts, eh bien le nombre de lits reste totalement insuffisant. 35 000 en 1954 et à peine 85 000 en 1960. Et surtout, il faut se rendre compte que, dans le fond, rien n'a changé. Une fois hospitalisés, les malades sont considérés comme étant des âmes perdues pour leur famille. Personne qui les attend dans le monde extérieur. Ils y restent alors indéfiniment enfermés et cloîtrés. C'est ce qu'on appelle en japonais l'hospitalisation sociale, la shakaiteki nyuin. C'est malheureusement toujours ce qui est un peu en vigueur aujourd'hui et ce qui est dans les mœurs d'aujourd'hui, mais même en les mettant à l'écart, il semblerait que certaines personnes continuent de leur en vouloir. 19 morts et 26 blessés, le plus gros massacre qu'ait connu le Japon post-Seconde Guerre mondiale. Satoshi était motivé par des pensées eugénistes. Il voulait débarrasser le Japon de cette population inutile. Une population qui, selon lui, agit comme un véritable boulet au pied de chaque Japonais. Finalement, la meilleure citation pour résumer la situation des personnes qui ont un handicap mental au Japon, elle vient de Shuzo Kure, un grand psychiatre du 19e siècle. En plus du malheur d'avoir une maladie, les Japonais malades mentaux doivent aussi supporter le malheur d'être nés au Japon. Bon, je pense que vous l'avez compris, mais le Japon, ce n'est pas un pays où il fait bon vivre pour des personnes qui ont des troubles mentaux. Alors naturellement, comme dans d'autres cultures, les termes pour désigner des handicaps mentaux et psychiatriques deviennent des insultes. C'est dans ce contexte qu'au début des années 2000 va apparaître un nouveau mot, menhera. Menhera est un mot valise composé de deux mots anglais. Oui, anglais, mental et health. Ce qui donne en japonais mentaru et health, et quand tu les combines, ça donne menhera. Il est né sur le site 2chan, Nichan, je sais pas comment on prononce. Tu peux publier et commenter dessus, et si le mot menhera était à la base bienveillant pour désigner les personnes qui avaient besoin de soins mentaux, ça s'est transformé en insulte. Effectivement, en sortant de ce forum, c'est devenu une insulte au même titre que taré ou malade mental en français. Sauf que la traduction que je viens de vous faire, elle est pas tout à fait exacte parce qu'en japonais, dans le mot menhera, il existe une nuance. Récemment, il y a une histoire au Japon avec un patron d'entreprise complètement timbré. Plus précisément, c'est le fils du patron Big Motor, une entreprise qui vend des voitures d'occasion. Ce dernier exigeait, tenez-vous bien, il demandait aux employés de tuer les arbres devant les enseignes pour qu'ils ne cachent pas le fabuleux logo Big Motor, il humiliait les gérants de magasins, il scotchait le téléphone aux têtes des commerciaux s'ils n'atteignaient pas les quotas, il obligeait les employés à acheter une voiture de l'entreprise et demandait aux garagistes de casser les voitures pour arnaquer les clients. Et s'il n'était pas satisfait, il avait une conversation line avec tous les gérants de magasins de tout le pays pour humilier la personne qu'il voulait. Il spammait dans ses messages deux mots japonais, kyoiku, qui veut dire éducation, et shike, qui veut dire exécution. Exécution à mort. Le truc c'était n'importe quoi, il faisait kyoiku, 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 shike, 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 shike. Le truc est carrément devenu un mème. Bref, vous l'avez bien compris, c'est un patron complètement fou. Et du coup, j'ai fait une recherche en voyant si dans cette affaire, parmi les centaines d'articles qui ont été rédigés, le mot menhera était utilisé. Eh bien, rien. Pas une seule mention. Nada. Alors là, je ne comprenais plus rien. Est-ce qu'il y avait quelque chose qui m'avait échappé dans la définition du menhera? Est-ce qu'il y avait une autre subtilité en plus de la santé mentale instable? La réponse, c'est oui. Vous l'avez compris, menhera est une insulte réservée quasi uniquement aux femmes. Reprenons l'exemple du verre de tout à l'heure et imaginez cette fois-ci que j'arrive à sceller puissamment le verre et que je continue quand même à y injecter de l'eau. L'eau ne peut plus s'échapper, elle continue de rentrer dans le verre et y exerce une pression qui devient de plus en plus folle jusqu'à ce que le verre se fissure. Alors à quoi ça ressemble une personne qui a le verre brisé? Eh bien, c'est ça qu'on appelle en japonais une menhera. Nous sommes en 2013 au Japon. Natsumi et Damien, une japonaise et un français, viennent de se marier. Damien a suivi son cœur en rejoignant sa fiancée jusqu'au Japon. Il connaît les premières difficultés de l'expatriation, mais grâce à sa femme, il s'en sort avec brio. Nouveau travail, nouveau logement, nouveau pays, nouvelle vie tout simplement. Natsumi se met à hurler et à jeter des objets dans toute la pièce. Damien se demande ce qu'il a bien pu faire, il parle, tente de la comprendre. Et après plusieurs tentatives, sa femme se calme. Il dédramatise la situation en pensant que c'est bien entendu le stress des jeunes mariés, mais pour lui, c'est le début de l'enfer.
De jour en jour, la violence conjugale escalade, mais ce qui reste le plus perturbant, ce sont les changements d'ambiance brutaux. Un instant, Natsumi est une femme parfaite, serviable, préparant le dîner, et la minute d'après, elle brise des assiettes par dizaines sur le sol. Pourquoi Damien ne réagit-il pas? Pourquoi il se laisse faire? Eh bien parce que Natsumi a déjà dévoilé sa carte maîtresse. Il s'agit de l'automutilation, suivi d'un appel à la police. Dans une situation où la police verrait une femme japonaise blessée face à un gaijin, vous pensez vraiment que la police va croire la version de l'étranger? Pour l'extérieur, Natsumi joue le rôle de la femme parfaite avec un couple idéal. Mais une fois dans le privé, l'ambiance change radicalement. Mes goûts, mes envies, tout n'était rien à côté de sa personne hautaine et agressive. Moi j'étais entièrement isolé socialement, condamné à subir. Ce genre de phrase devient vraiment le lot quotidien de Damien. Il finit presque par s'y habituer jusqu'au jour où on atteint vraiment le point de non-retour. Damien se réveille en pleine nuit avec un sentiment désagréable indescriptible, comme une sorte de poids sur sa poitrine. Non, plutôt sur sa gorge. En effet, Natsumi est sur lui avec un couteau sous sa gorge. Elle hurle dans l'appartement. In extremis, Damien parvient à se dégager et à lui faire lâcher prise. Mais c'en est trop pour lui. Ce soir-là, Damien décide pour la première fois de dormir dehors. Après plusieurs tentatives en essayant de prévenir les parents de Natsumi, Damien se heurte à un véritable mur. L'incompréhension de tous. Comment expliquer aux autres que sa femme est totalement folle, que lui-même est en danger? Par dépit, il décide de quand même retourner chez lui. S'ensuit une courte période d'accalmie. Et un malheureux jour, il retrouve sa femme en train de détruire toutes leurs affaires dans un accès de rage. Pour Damien, c'en est trop. Toute la fatigue et les émotions accumulées fait qu'il perd connaissance. À son réveil, il voit Natsumi devant lui, les genoux en sang. Elle ouvre alors la bouche pour lui dire « Je t'aime ». Le spectacle macabre ne put que déclencher des larmes chez le français. En conséquence, la japonaise arracha l'alliance du doigt de Damien et partit aux toilettes. Deux sons métalliques résonnèrent, suivi du bruit d'une chasse d'eau. Cette histoire, c'est une histoire vraie que j'ai trouvée sur le site Japanisation concernant les menhira. Mais son cas n'est clairement pas isolé et ce genre de phénomène se multiplie au fur et à mesure que la santé mentale chez les jeunes japonais se dégrade. Ça a beau être des clichés, les hikomori, les karoshi, morts par le surmenage ou encore le taux de extrêmement élevé chez les mineurs, ça aussi, c'est le Japon. Et contrairement à ce qu'on pense, non, ça ne va pas dans le bon sens. En 2023, le nombre de chez les mineurs a battu des records. Ces chiffres sont à corréler avec le nombre de dépressions qui a explosé chez les Japonais. On est passé de 610 000 en 2016 à 2,8 millions en 2023. Mais si tous les jeunes sont concernés, pourquoi la menhira désigne systématiquement une femme? La réponse, elle se trouve à l'école japonaise. Parce que si la considération de la santé mentale s'est installée dans les entreprises, l'école japonaise est largement à la traîne. Les pressions scolaires et le harcèlement y font un cocktail formidable. Et ce sont particulièrement les filles qui sont touchées avec 35% des étudiantes qui montrent des signes de dépression clinique. 35%, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. Cette dépression devient le terreau fertile pour alimenter encore plus d'angoisse et de pression une fois à l'âge adulte. Pense au mariage avant 30 ans, sinon tu es périmé. Quitte ton travail, élève les enfants, fais le ménage, sois heureuse. L'impression que sa vie entière est prédéterminée tout en gardant le sourire pour être reconnaissante. Dans ma métaphore, ça c'est l'eau qui continue de couler toujours plus dans le verre. Et le côté scellé, ce qui empêche d'évacuer l'eau, eh bien c'est l'aspect où il est mal vu de parler de sa santé mentale au Japon. C'est perçu encore comme de la fragilité et donc c'est tabou. Les répercussions pourraient être terribles comme par exemple se faire écarter par la communauté. La communauté étant considérée au Japon comme l'instance suprême qu'il faut placer devant absolument tout. Alors fatalement, le verre ne peut plus contenir toute cette eau et se fissure. Ces dernières représentent les instabilités, les moments de folie. Si elle était tout le temps folle, ça se ferait trop vite. Elle va d'abord attendre d'installer un sentiment amoureux fort avant de commencer à lancer des pics sur vos goûts, vos opinions, votre physique. Puis dès que quelque chose ne lui plaira pas, elle pourra s'auto-mutiler devant vous en vous tenant comme responsable. C'est à cause de vous si elle est comme ça, c'est vous qui l'avez rendue comme ça. C'est votre faute. Jamais de la sienne. Oui, c'est un comportement toxique niveau Ligue des Champions, et pour être honnête, avant de découvrir la véritable définition et l'origine du mot menhera, je savais pas que c'était mental health. Je pensais que ça venait de men harassment, harcèlement d'homme. Voilà, menhera. Alors, je suis sûr qu'il y en a qui vont se dire que la menhera ressemble à la yandere, mais en vérité, elles sont assez différentes, voire même opposées. Les deux sont obsessionnelles, mais la yandere place son partenaire au-dessus de tout, elle l'adule. Alors que la menhera, elle, va plutôt détruire psychologiquement son partenaire et le mettre sous terre. La yandere n'a que son amour dans sa tête et elle s'en fiche des autres et encore plus de son image auprès des autres. La menhera, quant à elle, se soucie beaucoup de son image, il ne faut surtout pas que sa folie soit dévoilée au grand jour. Et enfin, la yandere peut aller jusqu'à tuer pour conserver son amour éternel, alors que la menhera peut se blesser elle-même pour enfoncer encore plus son partenaire dans la dépression jusqu'au point de non-retour.
Toutefois, j'aimerais attirer votre attention sur le fait qu'il ne faut pas oublier que c'est une maladie. Et malheureusement, elle ne se voit pas au premier coup d'œil, comme à Shanks à qui il manque un bras. Le mal se trouve à l'intérieur, et même si c'est pas facile, la première solution, c'est tout de même d'en parler. Et en vérité, à l'époque de la création du terme Menhera sur 2chan, c'était ça son objectif, d'en parler. Il servait aux personnes concernées à libérer la parole sur leurs conditions, leur situation, partager leur expérience avec d'autres personnes qui sont dans le même cas qu'eux. Au départ, l'idée était de briser les tabous au Japon autour de cette santé mentale, et vous l'avez bien vu à quel point cette santé mentale, c'est dur d'en parler dans ce pays. On se fait très rapidement traiter de fragile, et on se fait renier par les autres, parce qu'après tout, vu que je vois pas ta maladie, peut-être que ça n'existe pas. Alors plutôt que d'utiliser les mots, pour s'exprimer, les Japonais concernés ont commencé à utiliser d'autres moyens, comme par exemple le dessin, la musique, ou encore les vêtements. Et ça a tellement pris que le phénomène Menhera a obtenu sa propre esthétique. L'esthétique Menhera vient du Yami Kawaii, littéralement kawaii des ténèbres. Et j'avais très rapidement abordé ce thème dans une ancienne vidéo sur le kawaii. Grossièrement à l'esthétique kawaii, vous rajoutez des éléments qui sont dark, glauques, en particulier du domaine médical comme des pilules, des pansements, des scalpels ou des seringues. Le décalage peut se trouver aussi dans des mots ou dans des phrases, comme par exemple I kill you, dans un cœur. C'est une des manières qu'on a trouvé pour exprimer son mal-être et sa dépression de manière mignonne dans une société japonaise qui n'accepte justement pas les troubles mentaux. On passe d'un problème qui est souvent maintenu dans la sphère privée à la sphère publique avec son apparence. Vu qu'en parler est tabou, pourquoi ne pas l'exprimer directement en le portant sur soi? Je trouve que c'est assez smart et finalement très honorable comme réponse. On a bien sûr la mode vestimentaire, mais aussi un manga avec Menhera-chan. C'est une magical girl mais version obscure, et pour se transformer, elle doit saigner... Bref, vous voyez l'idée. Mais après tout ça date déjà de 2013, c'est plus très neuf. Et pourtant, cette esthétique, croyez-moi, elle est loin d'être morte. Très loin. Déjà en 2020, il y a un morceau qui a cartonné sur l'internet japonais, et il a justement une esthétique Menhera. Grosse ambiance lo-fi, le son est sympa, mais ce qui m'intéresse particulièrement, c'est l'illustration. L'ambiance dépressive et pourtant scrablesque avec la couleur rose et des objets explicites éparpillés sur le lit, sans même parler bien sûr de la tenue ou du décolleté plongeant. Mais le plus marquant dans cette illustration, c'est aussi ce qui est le plus discret. Il s'agit de l'heure qui est parfois affichée sur le téléphone, 4h27. Alors oui, c'est très tôt le matin et on peut s'imaginer qu'on n'a jamais des idées très claires à ce genre d'horaire. Mais 4h27 pour les japonais, ça a un sens caché. En japonais, ça se lit Yoji 27 fun, et comme ça, vous n'allez rien en tirer. Par contre, si vous prononcez indépendamment chaque chiffre, vous avez shi, ni, nana. Et là, tout devient clair parce que shi, ni, nana, shinina, en japonais, ça veut dire mets fin à tes jours. Je dois quand même vous préciser que pour certains, l'esthétique Menhera n'existe pas au Japon. C'est une confusion et une déviance du mouvement Yami Kawaii, ce qui paraît finalement assez logique puisque Menhera est devenu une insulte. Retenez juste une chose, c'est que l'esthétique glauque, dépressive, mais quand même un peu mignonne, ce décalage, il plaît, alors les gens achètent. Et si des gens achètent, alors cette esthétique autour du trouble mental devient un puissant outil marketing. Hololive est une agence de youtubeurs virtuels. Ça appartient à la société japonaise de divertissement technologique Cover Corporation, et en plus d'agir comme un réseau multicanal, Hololive Production gère également les licences, le merchandising, la production musicale et l'organisation des concerts. Et je peux vous dire que son créateur ne s'attendait clairement pas à l'ampleur du succès de ses créations. Attrapez-les toutes les petites filles. Wow, wow. Oui, plus qu'une agence, c'est une véritable usine de VTubeurs, ou plutôt disons VTubeuses. Et ne vous inquiétez pas, il y en a pour tous les goûts, toutes les couleurs. Donc forcément, les messieurs en costume cravate qui travaillent dans des bureaux et qui créent des filles virtuelles pour justement vendre plus de Dakimakura, ils se sont dit que ce serait dommage de passer à côté de la hype autour du Menhera. Ni une ni deux, ils se sont dit que c'était le moment de créer LA fille. Le professeur Utonium ajoute un autre ingrédient à cette mixture, l'agent chimique X. Et mesdames et messieurs, je vous présente Shiori Novella. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce personnage, il était attendu. Le 30 juillet 2023, c'est le jour du grand reveal pour Shiori Novella. Et elle obtient 300 000 abonnés en 2 jours. Elle a 45 000 viewers en attente pour son premier live. Elle a explosé tous les compteurs. Faut vraiment comprendre que dans la communauté VTuber, elle a cassé internet, on ne parlait plus que d'elle. Mais dès les premiers mots, une partie de sa communauté s'est plaint instantanément de sa voix.
Welcome everyone to Hololive Advent's debut. Vraiment, de ce que j'ai vu là, les communautés qui sont autour des VTubers, VTubeuses, c'est hardcore de fou. À côté, la commu One Piece en France, waouh, c'est la Ligue 2. Aujourd'hui, Shiori Novella, c'est 500K sur YouTube, 266K sur Twitter, et elle est devenue le personnage le plus populaire de Hololive actuellement, et aussi en même temps le plus lucratif. Alors au-delà de tout le côté pécunier des influenceurs avec les vues YouTube, les abonnements, les super chats ou encore les opérations commerciales, avec quel sentiment cette VTubeuse a réussi à casser internet. Et c'est là où ça devient un petit peu malsain, mais c'est grâce au syndrome du sauveur de ses viewers. Ce syndrome se caractérise par un besoin viscéral d'aider les autres, dans l'optique de gagner leur reconnaissance et leur amour. Parce qu'elle est vulnérable, dark, mais aussi folle sur les bords. C'est pour ça qu'on l'aime, mais on se dit, je peux l'aider, je peux la soigner, je peux faire en sorte qu'elle soit justement mieux dans sa tête. C'est avec ce sentiment-là que des gens se font avoir et mettent des sous, des sous, des sous, encore plus de sous, vraiment c'est tout un univers. Clairement, je vous l'annonce, je ne pense pas que ce sera la dernière fois que je parlerai d'elle sur cette chaîne. Avec tout ce merchandising, c'est tristement tout l'aspect trouble mental et libération de la parole qui passe à la trappe. Le mot Menhela, en devenant une insulte, a réussi à mettre la lumière sur les problèmes et les maladies mentales auxquelles certaines personnes font face. Mais pas de la bonne manière. La stigmatisation est toujours aussi présente et la volonté de cacher sa dépression n'a jamais été aussi fort. Et paradoxalement, ce contexte non propice à la discussion produit d'année en année de plus en plus de verres à se fissurer, quand c'est pas carrément à se briser. Le cliché du nombre de décès très élevé chez les jeunes japonais semble avoir encore devant lui de longues années. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, elle était très difficile à rédiger par rapport au fait que Menhela, ça désigne tellement de choses différentes et en plus les gens ne sont pas toujours d'accord entre eux. Vraiment plus que jamais, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Moi je vous dis à la prochaine, tchuss.